Nous allons... Nous allons continuer à nous intéresser à la question des frontières, si vous le voulez bien, sous un autre angle. Avant de parler du Brexit dans 1 heure et demie, vaste sujet, on va parler de la notion de frontière comme zone de contact et d'évitement, le dedans et le dehors, le lieu carrefour, la ligne de séparation et de rapprochement, autrement dit les différentes facettes d'une frontière, grâce à nos 3 invités que je suis heureux d'accueillir sur ce plateau. C'est un thème que nous développons souvent sur ma radio, RFI, Radio France Internationale, partenaire et heureuse de l'être de ces voix d'Orléans. Alors je vous propose tout de suite de découvrir nos 3 invités. On va commencer avec celui qui est venu de plus loin, en fait, tout étant relatif. Abdelhassam Ben Messa, qui est philosophe, titulaire de la chaire UNESCO en philosophie et pensée critique. Il nous dira dans un instant ce qu'est la philosophie et surtout la pensée critique. Il est responsable du laboratoire de recherche en philosophie et pensée critique et de la formation doctorale philosophie appliquée et problèmes de l'homme à l'université Mohamed V de Rabat, où il est professeur de philosophie. Et c'est son regard de philosophe sur cette question de la frontière, des frontières, qui peuvent être des frontières physiques, mais aussi des frontières mentales, qui nous intéresse aujourd'hui. Autre invité, alors lui c'est le philosophe. Autre invité, lui, ça sera le géographe, Kamel Doraï, qui est chargé de recherche au CNRS, à l'Institut français du Proche-Orient, et qui est un spécialiste de la question des réfugiés. Il travaille d'ailleurs auprès des réfugiés syriens en Jordanie. On en parlera évidemment, son expérience est intéressante. Et il a travaillé aussi sur les Irakiens en Syrie et sur l'urbanisation des camps de réfugiés palestiniens au Liban. Les réfugiés, c'est un autre thème évidemment lié à la question des frontières. D'autres spécialistes que vous connaissez, comme Michel Agier, s'intéressent à cette question sensible des réfugiés, évidemment, et des frontières. Et troisième invité, un historien, Yvan Gastaut, qui est spécialiste d'histoire contemporaine et maître de conférence à l'université de Nice, Sophia Antipolis, grande université, spécialiste dans l'histoire des immigrations, des relations interculturelles et du racisme dans l'espace méditerranéen. Vous êtes aussi un spécialiste de l'histoire de la colonisation et de la décolonisation également. Et avec vous, on va parler de cette notion de passage des frontières, qui était un thème que vous avez développé dans une exposition l'année dernière, en 2016 et en 2015 également, à Paris, comme musée de l'immigration, et qui est un sujet tout à fait intéressant sur la notion de passage. Car on va voir, je pense qu'on peut commencer par ça, que la frontière n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et je voulais, avant de vous donner la parole, lire, si je le retrouve, un extrait d'un livre que je vous recommande si vous ne le connaissez pas, le dernier livre, l'avant-dernier livre de Stefan Zweig, qui s'intitule « Le monde d'hier », pour vous montrer d'où nous venons, en quelque sorte, en matière de frontières. Voilà ce qu'il écrit dans son livre « Le monde d'hier », Stefan Zweig. « Avant 1914, la terre avait appartenu à tous les hommes. Chacun allait où il voulait et y demeurait aussi longtemps qu'il lui plaisait. Il n'y avait point de permission, point d'autorisation, et je m'amuse toujours de l'étonnement des jeunes quand je leur raconte qu'avant 1914, je voyageais en Inde et en Amérique sans posséder de passeport, sans même en avoir jamais vu un. On montait dans le train, on en descendait sans rien demander, sans qu'on vous demandât rien. On n'avait pas à remplir une seule de ces 1000 formules et déclarations qui sont aujourd'hui exigées. Il n'y avait pas de permis, pas de visa, pas de mesures tracassières. Ces mêmes frontières qui, avec leurs douaniers, leurs polices, leurs postes de gendarmerie, sont transformées en un système d'obstacles, ne représentaient rien que des lignes symboliques qu'on traversait avec autant d'insouciance que le méridien de Greenwich.
Ça se passait comme ça avant 1914. C'est dire à quel point les choses se sont complexifiées, on va dire ça comme ça, Yvan Gastaut. Se sont peut-être tendus. Je crois que c'est une excellente question qu'il faut poser peut-être en préambule de cette table ronde. Sommes-nous dans un contexte qui se durcit d'une manière inéluctable? Sommes-nous en train de créer des frontières? Alors le retour des frontières, hein, tout à l'heure Michel Fouché en parlait. Il me semble que on peut réfléchir justement aux temporalités et au rapport à la frontière qui peut varier à travers le temps. Il est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on pourra essayer de réfléchir. Moi, en tant qu'historien, je réfléchis aux temporalités, aux continuités, aux ruptures. Il me semble que le rapport aux frontières est très variable en fonction des contextes. On pourrait remonter très loin pour montrer que des frontières ont pu exister et des murs. Hein, la muraille de Chine est un exemple extraordinairement présent encore dans notre univers, mais aussi ce qui séparait l'Empire romain des barbares. Hein, le Limès, le fameux Limès, bien sûr, dont on a encore des traces et des vestiges. Donc à cette époque-là, la frontière était très, très forte. Alors certainement, les papiers n'étaient pas inventés, c'est certain, mais le rapport à la frontière était fort. Donc je pense qu'il n'y a pas de mouvement qui est parti de rien vers la naissance des frontières. Je pense qu'il faut réfléchir différemment avec justement des contextes au sein desquels ces frontières deviennent un objet de focalisation. Et en particulier, le passage de la frontière par des populations devient un objet d'attention particulière. Et ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer de distinguer, de réfléchir aux oscillations entre ce qui est de l'ordre du passage concret, en quelque sorte, de la fabrication concrète des frontières. C'est un élément qui me semble intéressant. Comment est-ce qu'une frontière est un facteur d'empêchement de circuler, de protection, et parfois dans les deux sens. Hein. Il est assez intéressant de réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, on se protège de l'arrivée de migrants, en théorie, mais qu'à certains moments, la frontière sert à empêcher les gens de partir. Par exemple, le mur de Berlin est un exemple absolument clair. Hein. Quand on construit le mur, ce n'est pas pour empêcher les gens de rentrer, c'est plutôt pour empêcher les Allemands de l'Est de quitter l'Allemagne de l'Est pour aller vers Berlin-Ouest. Donc le sens de la traversée n'est pas toujours le même en fonction des contextes. De même, dans cette exposition dont je reparlerai éventuellement tout à l'heure, pour rejoindre votre citation de Stefan Zweig, dans les époques d'avant la Révolution française, on avait plutôt tendance à empêcher aussi en France les gens de sortir de France, de quitter la France, plutôt que effectivement de les empêcher de rentrer. Donc ce rapport est parfois renversé en quelque sorte, et je crois que c'est un élément important à mettre en réflexion. Et aussi, je crois qu'il faut distinguer, effectivement, c'est ce qu'on pourrait appeler une densité des frontières en termes de... Le post-frontière, le lieu de passage, est souvent un lieu de grande densité, où inquiétude et, comme vous l'avez dit aussi, zone de contact se mêlent. Hein. La frontière est un lieu de polarité, me semble-t-il, et souvent, d'ailleurs, pas n'importe quel point de la frontière. Il y a des points sur lesquels on ne parle pas, qu'on n'évoque pas, qui sont finalement des zones mortes, en quelque sorte. Et en revanche, il y a des points sur lesquels on ne cesse de se focaliser. Par exemple, en France, évidemment, Calais, Vintimille en particulier. Aujourd'hui, à d'autres moments, c'était d'autres postes frontières. Il y a un poste frontière, par exemple, qui en France a été complètement oublié désormais, mais qui a été pendant très longtemps le point d'entrée officiel des migrants, c'est la ville de Modane, en Savoie. Quand on va à Modane aujourd'hui, on est marqué par le patrimoine frontalier. C'est une ville qui s'est endormie en quelque sorte puisque la frontière a théoriquement disparu. Hein. Et d'une certaine façon, cette ville a, dans son architecture, dans sa manière de se présenter, tout de la frontière avec une énorme gare pour une petite ville aujourd'hui endormie. Donc je crois que voilà, il y a cette dimension aussi qui fait que la frontière, on l'a dit, n'est pas simplement un lieu de tragique situation. Oui, parfois. Ces lieux sont des lieux de tragédie, des morts aux frontières, effectivement. Nous, récemment, moi j'habite à Nice, donc on pourra parler de la situation de Vintimille. On a un lieu qui s'appelle le Pas de la Mort. Le Pas de la Mort, c'est le lieu qui est emprunté par les clandestins pour traverser la frontière en essayant d'échapper au poste frontière. Et comme le relief est extrêmement escarpé, ils passent par la montagne, les migrants. Et il y a cette tradition du passage clandestin qui, dans la mémoire des habitants de la région, s'appelle le Pas de la Mort parce que de nombreux épisodes ont montré que des gens périssaient. Et très récemment, il y a une semaine, un
migrant est mort justement dans cet endroit-là, d'une certaine manière provoquant une continuité dans ce cadre. Et donc il y a comme ça ce point de focalisation de la frontière qui est aussi, peut-être on pourra en parler aussi, le lieu de tous les fantasmes en quelque sorte, hein, le fantasme de l'hermétisme, le fantasme également qui fait que pendant longtemps on peut considérer que cette frontière est gardée, elle est d'une certaine façon sécurisée, alors que dans les faits ce n'est pas le cas. Hein. On peut parler par exemple de la période des années 70, vous voyez, on a l'impression peut-être, l'histoire est peut-être là pour rappeler des faits, on a l'impression que dans les années 70-80, on ne parlait pas de frontières. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à ce moment-là, on avait surtout, je pense, pour la France, à partir de 1974, développé une politique d'immigration qui avait pour but, c'était une loi qui avait été votée au début du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, qui était une loi qui décrétait la fermeture des frontières. Et pendant 10-15 ans, on a réfléchi à l'idée de l'immigration zéro en ayant conscience, d'une manière un peu comme ça surabondante, que la frontière était fermée, alors que dans les faits, c'était tout à fait différent. Yvan Gaston, vous parliez à l'instant du mur de Berlin. Il faut rappeler que là aussi, il y a un recul. Moi, je me souviens qu'en novembre 89, quand le mur de Berlin s'est affaissé, s'est écroulé, on parlait de quelques temps plus tard de fin de l'histoire, c'est-à-dire la prédominance d'un modèle libéral avec une économie ouverte. On voit aujourd'hui que d'autres murs se sont érigés évidemment un peu partout dans le monde. On en parlait tout à l'heure avec Michel Fouché. Michel Fouché qui disait tout à l'heure dans sa passionnante intervention que toute collectivité humaine a besoin d'une distinction claire entre le dedans et le dehors. Et là, je me tourne vers vous, Kamel Doraï. Vous travaillez donc avec les réfugiés syriens en Jordanie. Cette distinction-là n'est pas très très claire. Hein. Alors si, justement, on peut le percevoir de plusieurs façons, oui. Hein, mais ce qu'il y a, c'est que, pour reprendre les termes qui auraient pu être utilisés par des historiens, mais si on dit la temporalité des frontières au Moyen-Orient, elles sont finalement très récentes, hein, parce que les États-nations sont très récents, sont nés après la Seconde Guerre mondiale globalement, hein, sont nés à peu près à cette période-là. Et d'ailleurs, les frontières contestées, hein, on le sait. Tout à fait. Et donc jusqu'en 1945, et c'est les mandats européens qui vont surtout figer les frontières, les gens circulaient. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que si les frontières se sont instaurées, si les États se sont construits, il y a une forme de résistance en fait assez active des populations qui ont continué en fait à circuler. Et on observe aujourd'hui avec les conflits la réactivation de vieux réseaux migratoires, d'installations familiales transfrontalières entre le sud de la Syrie, le nord de la Jordanie, la Syrie et le Liban. Et on voit donc des formes de circulation qui se poursuivent, qui se développent. Et à chaque conflit, à chaque remise en mobilité, en fait, ces frontières étatiques, elles sont à nouveau transcendées. Et elles sont à nouveau retraversées par les réfugiés. Donc effectivement, ces frontières, elles ont séparé des populations qui étaient relativement semblables, qui étaient très proches les unes des autres, qui étaient en contact permanent. Mais surtout, ce qui est très important de voir, c'est cette réversibilité de la fermeture. Ça veut dire qu'à des moments, il faut penser que jusqu'à la guerre qui a débuté en Syrie en 2011, et même jusqu'en 2013, les Syriens pouvaient s'installer relativement librement en Jordanie, relativement librement en Turquie, relativement librement également au Liban, et qu'au final, les fermetures sont arrivées face au nombre, au poids démographique considérable des réfugiés qui sont arrivés sur des durées extrêmement courtes. Il faut rappeler d'ailleurs le chiffre, le nombre de... Combien y a-t-il de réfugiés syriens aujourd'hui en Jordanie? Ça aussi autour d'un million? En Jordanie, on est à peu près entre 630 000 et 1 million en fonction des chiffres. On est à 1,5 million au Liban et on est à quasiment 3 millions en Turquie. Donc il faut souligner le poids d'ailleurs pour ces États, pour la Jordanie et pour le Liban, de cette masse de réfugiés. C'est des poids qui sont tout à fait considérables. Et puis ce qui est aussi important, je crois, c'est que si la frontière, maintenant qu'elle est fermée, elle représente un danger pour son franchissement, et on voit le nombre de migrants qui meurent quand ils essayent de traverser la mer pour arriver en Europe, mais il faut voir aussi que pour beaucoup de migrants, le fait de pouvoir traverser la frontière, c'est accéder à la liberté et à la sécurité. Donc en même temps, on a cette espèce de double contrainte, c'est-à-dire qu'on a une frontière qui marque, qui est très difficile à franchir, mais en même temps, dès qu'on est de l'autre côté, on est en sécurité et on peut enfin revivre, reconstruire une vie, que ce soit dans un camp de réfugiés, en dehors d'un camp, en famille, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a une tragédie entre la Syrie et la Jordanie qui est relativement ignorée, parce qu'elle est très peu, elle fait l'attention de très très peu de médias malheureusement. Mais on a un énorme camp dans un no man's land entre la Syrie et la Jordanie, avec aujourd'hui 85 000 personnes, 85 000 personnes bloquées entre la frontière, entre les deux frontières, dans un no man's land. Ils ne sont plus en Syrie et ils ne sont toujours pas en Jordanie. Et donc on a vraiment de vrais problèmes de souveraineté, de vrais problèmes humanitaires qui se posent pour ces personnes qui ne veulent que traverser cette frontière, qui s'est fermée pour des raisons sécuritaires, ainsi de suite. Il y a tout un tas d'explications.
Alors, Abdelassam Ben Maïssa, vous allez nous donner votre avis, votre regard, votre analyse de philosophe. Je précise qu'on se retrouvera demain en début d'après-midi pour reparler ensemble de la frontière dans le salon ovale en bas. Mais je voudrais que déjà vous nous donniez votre vision de cette frontière. Après nous avoir expliqué ce qu'est votre spécialité en 2 mots, parce que vous en parlerez demain, la pensée critique. Très bien, merci. Alors, c'est sûr que je suis incapable de parler des frontières physiques et dans leur rapport avec les immigrés, le passage, etc. Je ne vais surtout pas vous poser une question sur le Sahara occidental, Non, rassurez-vous. absolument pas, c'est pas la peine. Très bien, donc je peux porter un regard modeste de philosophe sur la notion de frontières, parce que c'est une notion qui mérite justement d'être analysée, d'être évaluée, d'être expliquée. Moi, personnellement, je trouve que le mot frontière a beaucoup de sens. Il y a une diversité de sens parmi lesquels on peut se perdre parfois. Souvent, on parle des frontières spatiales, mais on peut parler aussi des frontières que les gens ne connaissent pas ou ne sont pas habitués à en parler, des frontières d'ordre psychologique, des frontières d'ordre mental, des frontières d'ordre moral aussi, et il y a même des frontières physiques qui ont rapport à la loi ou aux lois de la physique générale. Par exemple, je ne peux pas dépasser les limites de la gravitation, la loi de la gravitation, etc. Donc il y a une infinité de sens du mot frontière. Et puis je voudrais aussi signaler qu'il y a une diversité de fonctionnalités des frontières. Il n'y a pas que l'interdiction, il y a aussi l'échange d'une manière générale, il y a le passage, le va-et-vient d'une manière générale aussi, etc. Je voudrais surtout signaler quelque chose ou souligner quelque chose concernant la dichotomie dedans-dehors. Moi, je trouve que ce sont deux mots à prendre avec précaution, parce que le dedans est très relatif. Le dedans de chez moi, c'est chez moi. Et le dehors de chez moi, c'est l'extérieur, la rue. Mais le dedans de la planète Terre, c'est la planète Terre, etc. Donc, ce sont vraiment des notions très relatives, très approximatives. Et puis, moi, je voudrais poser la question, pourquoi les frontières ? Nous le savons tous que les hommes, avant, n'avaient pas de frontières. D'ailleurs, vous l'avez mentionné. Et moi-même, je me rappelle quand je suis arrivé en France en 1977, à Paris, il n'y avait pas de visa, il n'y avait même pas de douanier qui tamponne les passeports. Je suis rentré, je cherchais partout, il n'y avait personne. C'est vous qui cherchez le douanier? Oui, exactement. Mais ça a un peu changé depuis. Je ne l'ai pas trouvé. Alors, j'ai d'ailleurs, comme anecdote, j'ai rencontré une femme de ménage à l'époque à Orly. Je lui ai demandé s'il y a des douaniers. Il m'a dit non. Et je lui ai dit, comment peut-on savoir que je suis en France? Parce qu'il faut tamponner le passeport pour que mon administration à moi puisse savoir que j'étais en France. Alors la dame m'a répondu, puisque vous y êtes, alors pourquoi vous posez la question? Alors, donc, moi je trouve que les frontières n'ont aucun sens. Je sais que ceux qui ont établi les frontières l'ont fait pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection, mais il y a pas mal d'autres passions, d'autres sentiments, parfois négatifs, qui animent ou qui sont derrière la création des frontières. Par exemple, l'égoïsme de l'être humain. Il veut un espace privé et il veut se l'approprier, etc. Il y a en plus de ça, il y a par exemple la paranoïa,
La paranoïa, c'est la peur de l'autre, etc., etc. De toute façon, pour moi, je trouve que tous ces problèmes des frontières peuvent être résolus, mais à une condition qu'on change le mode de pensée des humains. L'idée n'est pas de moi, mais de Edgar Morin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le philosophe de la complexité, souvent présenté comme tel. Exactement, et on en parlera demain avec la pensée critique, si vous voulez. Alors, il faut noter que toutes les relations internationales reposent sur la reconnaissance de l'État. Sans État, il n'y a pas de frontières. Michel Fouché nous le disait tout à l'heure. Donc, le système international, l'ONU, est bâti sur la reconnaissance des frontières et des États en tant que tels. Donc, effectivement, on peut rêver d'un autre monde, mais pour l'instant, le monde, la géopolitique est là. Yvan Gastaut. Il me semble qu'il y a effectivement, alors toujours sur cette réflexion sur le temps, il me semble que bien sûr le milieu du 19e siècle, qui, de manière un peu globale comme ça, est un moment de constitution de l'État-nation. De l'État-nation, des États-nations en Europe, et donc en conséquence de ce que vous dites, dans une sorte de fortification des frontières. Non pas qu'elles n'existaient pas auparavant, mais il y a là une ossification des frontières, une cristallisation des frontières. Par exemple, pour la France, le mythe de l'hexagone, qui est bien balisé, existe à ce moment-là, se développe à ce moment-là, et il se développe au moment de la Troisième République. C'est la Troisième République qui, quelque part, fabrique, ou plutôt fortifie, cette image d'une France bien, bien au chaud dans ses frontières, à tel point que lorsque la France perd l'Alsace-Moselle, en particulier, ça c'est un traumatisme dont on ne se remettra pas. Si vous relisez le Tour de France par deux enfants qui a été écrit en 1878, vous avez une valorisation de la frontière hexagonale comme étant une sorte de valeur absolue, en quelque sorte, à tel point que d'une certaine manière, le processus de colonisation va un petit peu bouleverser ça. Et certains discours anticolonialistes, non progressistes, finalement on va dire de droite à l'époque, sont des discours qui justement considèrent que les frontières de la France sont déjà balisées et qu'il ne s'agit pas de les étendre à l'infini. Et donc la colonisation, à ce titre-là, est d'une certaine manière refusée par ceux qui ne sont pas progressistes. C'est intéressant de voir un renversement dans ce contexte-là. Donc il y a ce temps des États-nations fabriqués qui provoque, me semble-t-il, une étape importante dans le processus de fixation des frontières au sein de l'Europe. Et d'autre part, l'autre remarque que je voulais faire par rapport à ce qu'ont dit mes collègues, c'est aussi le fait que, moi je pense qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'on a eu en Europe un processus de mise à bas des frontières qui s'est, vous l'avez dit, notamment mis en place à partir des années 80, un peu avant la chute du mur de Berlin et surtout après la chute du mur de Berlin. On a souvent tendance à dire c'était l'époque de la fin des frontières. Je pense que pas du tout. Pas du tout. C'est la fin des frontières au sein de l'Europe. Mais au contraire, pour penser un autre rapport à la frontière qui serait les frontières de l'Europe. Et ça, c'est un élément qu'il ne faut pas se leurrer sur un temps qui aurait été un temps doré. Je ne pense pas que dans les années 80, on vivait une sorte de libre circulation. Alors oui, au sein de Schengen, peut-être, avec cette idée qu'entre Européens, on pouvait peut-être librement circuler, avec la mythologie qui a provoqué justement la chute du mur. Je crois que c'est un mythe effectivement très important. La frontière visuellement mise à bas, le mur de Berlin qui représente la frontière absolue, le rideau de fer en soi. Mais en même temps, je pense qu'on a fabriqué autour de l'Europe d'autres frontières qui n'existaient pas auparavant. Il y a des frontières qui ont explosé comme celle des Balkans aussi, quelques années plus tard. Voilà, alors, donc des frontières tombent, d'autres se créent, avec ces frontières un peu aujourd'hui incertaines de l'Europe, avec peut-être la Méditerranée comme nouvelle frontière. Justement, le processus de construction européenne a enfoncé le concept d'Euro-Méditerranée. Donc quelque part, la Méditerranée devient une frontière. Il ne faut pas oublier aussi, vous voyez, quelque chose qui peut être intéressant, c'est qu'au début des années 50, dans ce processus de fabrication de l'Europe, on voit des mouvements. On en a vu à différents postes frontières, je pense dans le Nord, je pense au Luxembourg, du mouvement pro-européen qui franchit les frontières sans papier, avec l'idée de dire à bas les frontières de l'Europe, à bas les frontières, parce que nous sommes tous européens. Le problème, c'est que quand on dit nous sommes tous européens, nous fabriquons une autre manière de penser les frontières, à savoir, en gros, ce que nous évoquions tout à l'heure, le continent européen comme un continent étanche par rapport aux autres. Et on parlera peut-être après d'un des éléments qui me semble être, vous l'avez dit, la peur de l'autre. Moi, je pense que ce qui vraiment mobilise les frontières, c'est la peur de l'invasion.
Oui, c'est ça, c'est l'image de parlera. l'horizon dont on va évidemment parler, mais je voudrais qu'on s'attende un instant sur ce que pourrait être la culture des frontières. Michel Agier, que vous connaissez évidemment, Kamel Dora, il est ethnologue, l'anthropologue, parle même de l'homme frontière, l'homme qui, contraint, forcé, se fabrique une culture avec la sienne, avec celle aussi du pays dans lequel il se trouve. Oui, je crois que pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, ce qui est, je pense, assez intéressant dans les phénomènes de reconfiguration des frontières aujourd'hui, et l'Union européenne en est un exemple, j'allais dire, quasi unique, c'est plus une question de... Parce qu'on parle beaucoup de fermeture des frontières. Les frontières européennes, elles sont effectivement fermées à certains, mais elles sont très ouvertes à d'autres. Et en fait, plus qu'une frontière fermée, c'est une frontière de plus en plus sélective. De plus en plus, Oui. la frontière, c'est un lieu où on dit qui a le droit ou non d'entrer. La France, c'est le plus grand pays touristique au monde. Il y a plus de 80 millions de personnes qui rentrent par an. Donc on n'est pas du tout dans un pays fermé. Sauf que ces 80 millions, on les sélectionne. Il y a des gens qu'on veut voir et il y a des gens qu'on ne veut pas voir. Et donc fatalement, cette processus de sélection, il est, à mon avis, c'est là la violence de la frontière aujourd'hui est telle qu'elle s'exprime. Et donc dans le nouveau rapport à l'altérité, c'est-à-dire qu'on crée un autre, celui qu'on met derrière, et qu'on ne veut voir ni en tant que touriste, ni en tant que migrant, ni en tant que rien du tout, et qu'on repousse de l'autre côté jusqu'à ce que on puisse voir des milliers de personnes mourir en Méditerranée sans que cela ne fasse bouger d'un iota une quelconque politique d'aucun pays dans l'Union européenne qui voit les gens mourir, littéralement, parce que c'est ce qu'on observe, sans changer de position. Moi, je crois que cette sélectivité de la frontière, elle est fondamentale. Et une des corollaires de la sélectivité de la frontière, dans la peur de l'autre, et avec la crise syrienne, c'est devenu quelque chose de relativement développé, dans les sociétés européennes particulièrement, c'est que la seule figure internationale, pour reprendre justement ce dont parle Michel Agier, la seule figure qui échappe à la frontière, en théorie, c'est le réfugié, le demandeur d'asile. Parce que lui peut se déplacer sans papier, parce qu'il est contraint par un conflit, et donc lui, il est habilité, il est autorisé à se rendre ce qu'on pourrait qualifier d'illégalement dans le pays, c'est-à-dire sans papier, pour demander l'asile. Et donc il peut franchir la frontière, et c'est la seule personne qu'on ne reconduira pas à la frontière. S'il dépose une demande d'asile, on est obligé d'instruire son dossier. Donc cette figure-là, elle est aujourd'hui extrêmement gênante parce qu'elle vient se heurter à cette volonté justement de sélectionner. Parmi justement ce que Michel Agier a appelé gérer les indésirables. Donc parmi ces indésirables, beaucoup sont en fait des demandeurs d'asile. Qu'on ne peut aujourd'hui, que la frontière n'est pas en mesure de bloquer. Donc on a cette relation assez intéressante. Et la crise syrienne, en fait, par son ampleur, elle est venue faire exploser cette réalité en fait au monde européen. Et est-ce que dans ce monde des réfugiés, qu'il s'agisse de la Jordanie ou de Calais, dans la jungle, etc., on peut parler d'une culture qui se forge petit à petit, qui est une sorte de synthèse entre la culture du pays hôte, entre guillemets, du pays d'origine? Est-ce que, en quelque sorte, les réfugiés, le long des frontières, plus ou moins proches des frontières, s'inventent une nouvelle culture qui n'est pas tout à fait la culture de leur pays et qui n'est pas tout à fait la culture du pays dans lequel ils sont réfugiés? Alors, surtout, ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils acquièrent, c'est une culture du passage. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est une question importante. Ils acquièrent un réel savoir-faire parce qu'ils savent qu'ils se heurtent tout au long de leur parcours. Parce que les gens qui quittent la Syrie aujourd'hui, il faut d'abord qu'ils arrivent à la quitter. Ensuite, qu'ils arrivent à rentrer dans un autre pays, puis qu'ils puissent poursuivre éventuellement, et encore une fois, c'est une toute petite minorité qui poursuit sa voie jusqu'à l'Europe. L'Europe a accueilli, dans ses plus de 550 millions d'habitants, a accueilli à peine 700 000 réfugiés syriens. C'est-à-dire autant que la Jordanie, qui est un pays d'à peine 9 millions d'habitants. Il faut bien se mettre les chiffres en tête, que ces chiffres demeurent extrêmement réduits. Mais il se crée une réelle culture du passage, et il serait une culture aussi, une culture de l'attente. Parce que vous êtes un spécialiste de l'installation, enfin, du mode d'installation des réfugiés, qui s'invente, enfin, je ne sais pas, qui essaie de survivre et s'invente peut-être une nouvelle vie. Mais ils s'inventent des vies, en fait, qui sont des vies... Avec parfois la certitude de ne jamais revenir dans leur pays d'origine ou... C'est des cultures qui sont hybrides, c'est-à-dire ils sont dans une culture de l'installation, parce que fatalement, il fuit un conflit, il faut bien qu'il recrée une vie quelque part, qu'il retravaille, qu'il scolarise les enfants, et ainsi de suite, ou qu'il recrée une vie sociale. C'est ce qu'on voit dans les camps de réfugiés en Jordanie. Et en même temps, une culture du retour ou de l'ailleurs. Oui. Et donc, il y a cette espèce d'attachement
finalement qui est extrêmement temporaire. Un Donc, ailleurs ils sont souvent vraiment- fantasmé d'ailleurs, non? Tout à fait. Et c'est des temporalités qui sont toujours des temporalités courtes et très réversibles. Ils ont toujours le sentiment que tout peut basculer en quelques jours. C'est-à-dire, ils peuvent être renvoyés vers leur pays d'origine, ils peuvent être réinstallés dans un pays tiers, ou ils peuvent rester 5, 6, 7, 8, 10 ans. Je ne prends pas l'exemple des Palestiniens sur lesquels j'ai travaillé depuis longtemps, qui depuis 70 ans sont réfugiés, et dont parce que là, millions vivent toujours dans les camps de réfugiés. Restons un instant sur cette question des Palestiniens, quelques minutes. Ce sont des hommes et des femmes qui appartiennent à un pays dont les frontières sont mouvantes, en fait, sont mal définies. Donc c'est une situation assez étrange. C'est-à-dire que c'est plus que mal défini. Elles sont... c'est-à-dire que ils ont hérité d'un État qui n'a jamais été créé formellement, en tout cas qui n'a jamais pris une réalité géographique et qui aujourd'hui est morcelée suite aux accords que certains qualifient d'accords de paix, mais qui sont évidemment dans une difficulté grande, le grignotage des colonies, le mur d'ailleurs, de séparation. Le mur de séparation qui est né évidemment suite aux accords d'Oslo, et un pays qui n'a aucune souveraineté territoriale sur ses frontières extérieures. C'est-à-dire ils ont une souveraineté morcelée dans les villes de Cisjordanie et de Gaza, mais aucun contrôle possible sur l'entrée et la sortie. Donc c'est un pays qui ne contrôle pas ses frontières, qui n'en dispose pas réellement et qui du coup vit dans un éclatement. On en parlait ce matin au Cité de l'Histoire et de l'Immigration, c'est une diaspora. Ça veut dire qu'ils se vivent dans une multiplicité de lieux qui sont en connexion les uns avec les autres, mais sans réalité territoriale ancrée, autre que symbolique et historique, évidemment. Yvan Gastaut. Moi, je retiens tout à fait la notion de culture de passage sur le plan historique, donc pour aller exactement dans le même sens qu'Amel Doraï. Cette culture du passage, elle prend effectivement une épaisseur historique, je crois, et elle n'est pas propre, à, me semble-t-il, à aujourd'hui, pour apporter ma vision d'historien. Dans la migration, et quand je dis migration, j'inscris la migration, quelle qu'en soit la cause, une migration de réfugiés ou une migration de travail ou une migration quelle qu'elle soit, dans le projet migratoire, il y a effectivement cette dimension de la culture du passage. On sait qu'on va devoir affronter des limites, des barrières, et on est un peu effectivement dans le stop and go, c'est-à-dire l'attente, et puis on passe, et puis on attend, et puis on passe. Et parfois, ce processus peut prendre des années. Ça peut être rapide dans certaines situations, dans certains contextes, et ça prend des années, y compris lorsqu'on est dans une migration officielle. Là, la dimension clandestine... Parce que là, on parle d'immigration officielle, oui, effectivement. On peut parler d'immigration officielle ou clandestine. Moi, je les mettrais dans le même sens. Alors, évidemment, ce n'est pas les mêmes conditions, mais pour un migrant officiel dans les années 50, lorsqu'il tape à la porte de la France et qu'il obtient la possibilité de venir en France, il y a tout un processus, il y a tout un parcours qui est vraiment un parcours du combattant, où on est d'abord recruté sur place dans des bureaux de recrutement, où on est ausculté, où on passe par des visites médicales, où on obtient des papiers, où on attend, où on est ensuite transféré et mis à disposition au-delà de la frontière au pays d'accueil, vers un patronat qui va accueillir le migrant, qui ne sait pas où il va aller. Donc on est, y compris dans la migration officielle, organisée par l'État français, je prends le cas français, dans une migration qui est de l'ordre, effectivement, de la culture du passage et de l'attente. Parfois, évidemment, lorsqu'on est dans autre chose que de la migration officielle, on est dans d'autres formes de culture de passage. Par exemple, lorsqu'on est face au Maroc à des agents recruteurs qui viennent dans le sud du Maroc dans les années 50 et 60 recruter des travailleurs immigrés et leur faire passer la frontière clandestinement, mais officiellement, finalement, on est dans la clandestinité officielle, on est aussi dans une autre culture du passage. Les papiers, le droit de séjour est donné une fois que les migrants sont installés. Donc je crois qu'on est effectivement dans cette notion d'aléa, en quelque sorte, qui fait que le migrant, lorsqu'il est dans ce projet de mobilité, est constamment lié à cette dimension de passer 1, 2, 3, 4 frontières. Et souvent, ça peut s'étaler dans le temps parce qu'on a des projets comme ça qui peuvent être extrêmement incertains. On ne va jamais forcément là où on a pensé aller. Par exemple, pour les réfugiés arméniens, par exemple, les premiers apatrides au sens de la loi dans les années 20, ou les Russes fuyant les révolutions de 1917 et suivantes, et pas forcément des rouges en quelque sorte, eh bien, on est dans des routes de la migration qui font très fortement penser aux routes que l'on voit aujourd'hui, au processus que l'on voit aujourd'hui. Débarquent, pour les Arméniens, certains sont allés en Syrie, puis ensuite quittent la Syrie, le Proche-Orient, pour se réfugier sur des îles grecques, et puis arrivent pour certains à Marseille ou ailleurs. Et donc on est dans cette incertitude qui peut parfois durer des années. On accueille des réfugiés arméniens, le génocide c'est 1915, certains arrivent en 25, en France, et pensez aux États-Unis, mais n'y vont pas.
Donc on est, vous voyez, dans ces incertitudes d'une culture du passage qui crée de l'aléa. Parce qu'on pourrait aussi effectivement parler des apatrides qui se trouvent, qui ont un autre rapport avec la frontière. On le sait depuis Hannah Arendt, qui s'est intéressée à cette question des réfugiés d'ailleurs et des apatrides. Vous voulez dire un mot, monsieur le philosophe Abdelessam Ben Aissa? Alors, moi personnellement, je trouve qu'il y a un malaise quelque part dans tout ça. Dans la notion de frontière ou dans notre débat? Dans la notion de frontière. Vous me rassurez. Parce que si on est tous égaux, si on est tous frères, si on est tous des humains, alors pourquoi les frontières? Pourquoi les frontières? Bon, moi je trouve que c'est un problème surtout culturel. Il serait peut-être utile de développer une culture d'un bon vivre ensemble, au lieu de penser aux frontières. Tout à l'heure, j'ai entendu parler du choc des civilisations, Oui. de Huntington, de Oui. Samuel Huntington. Moi, je trouve que sans ces cloisonnements entre cultures, entre pays, entre êtres humains, il n'y aurait pas de choc des civilisations. Et pourquoi ne pas développer un terrain d'entente entre cultures, entre civilisations, pour éviter complètement les frontières. Et Ouais. comme ça, le problème sera résolu. Ce qui est frappant, c'est que dans les camps de réfugiés, dans les situations où il y a des réfugiés, je pense aussi à Calais, dans la jungle, il y a cette ligne de fracture entre la séparation et le rapprochement. Il y a ceux qui veulent rejeter les réfugiés, puis il y a ceux aussi qui les aident, qui leur apportent une assistance. Donc il y a en fait les deux aspects. Il y a l'aspect on collabore, on les aide, et aussi l'aspect qui, hélas, est souvent prédominant dans celui dont on parle le plus, c'est on les rejette. Alors je crois que là on arrive à un autre Kamel Denrag. quelque chose que je voulais aborder et je trouve que c'est vraiment un point très intéressant quand on parle des frontières, c'est la façon dont elles peuvent se décliner à différentes échelles. Quand on est géographe ou anthropologue, d'ailleurs on travaille à ces différentes échelles d'analyse. Et c'est vrai qu'une fois qu'on passe cette première frontière, qui est la frontière nationale, en fait, qui est la frontière la plus évidente, parce qu'elle elle s'exprime, la souveraineté de l'État s'y exprime de façon importante, on se retrouve réfugié quelque part. Donc on se retrouve réfugié en Jordanie, au Liban, en France ou n'importe où. Et on se retrouve du coup confronté à d'autres frontières. Des frontières qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus proches, qui sont celles de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on avait quand même cette image, les camps de réfugiés, c'était quand même quelque chose qui est né dans l'imaginaire collectif avec les conflits en dehors de l'Europe. Évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, quand on pense à un pas de temps très récent, c'était ces grands conflits des pays du tiers-monde. On gérait les réfugiés, c'était les pays pauvres qui les géraient avec l'aide du Haut Commissariat aux réfugiés dans des camps. Et puis finalement, ces camps sont, même si j'avais jamais vraiment disparu d'Europe avec les Espagnols, il y a eu bien sûr des camps qui se sont faits à d'autres moments, mais on a cette forme-là est réapparue. Et en fait, les gens deviennent assignés à cette identité de camp. Ils ne peuvent pas en sortir parce qu'ils n'ont pas le bon statut, parce qu'ils n'ont pas les possibilités économiques. Et donc du coup, une fois qu'ils ont franchi cette première frontière et qu'ils pensent être affranchis des difficultés et qu'ils ont pu intégrer le pays, un premier pays d'accueil. Encore une fois, c'est la même chose en Jordanie, au Liban, en Turquie, en France ou ailleurs. Ils se retrouvent assignés à un autre espace duquel ils ne peuvent pas sortir non plus. Et ils s'y retrouvent du coup coincés. Et puis du coup, on vient, on casse les camps, on détruit les camps, on les pousse, on les met ailleurs, on les reprend, on recrée un autre camp ailleurs, et puis on les réassigne encore à une autre identité. Et du coup, on gère cette multiplicité des frontières. Et au final, je pense que c'est ça qui est relativement intéressant. Il ne faut pas uniquement percevoir la frontière nationale comme étant la seule frontière physique à franchir, mais toutes ces frontières qui viennent se situer, les frontières de l'enfermement. Il y a combien il y a de camps de rétention en Europe, combien il y a de camps de rétention aux frontières, de façon générale, qui empêchent le passage de la frontière de façon. Et du coup, c'est la frontière, comment s'intégrer dans la société, comment franchir justement ce pas et pouvoir vivre pleinement dans les sociétés qui accueillent. Et je crois que là, la forme du camp est une forme qui tente de réimposer des limites internes. Et l'accueil dépend aussi de la situation géopolitique, car souvent on fait la comparaison entre l'accueil en France des réfugiés du Cambodge et du Vietnam à la fin des années 70, début des années 80, je ne sais plus combien, 100 000, et la difficulté aujourd'hui qu'il y a dans l'accueil des Syriens, des Irakiens en France. Alors évidemment,
le contexte politique n'était pas le même, quoique, mais surtout le contexte économique était très différent entre la fin des années 70 et les années 2000, Yvan Gastaut. Oui, alors il y a cette histoire assez intéressante, enfin cette histoire, ce rapport assez intéressant aux migrations dans cette époque des années 70, où effectivement on a d'un côté une fermeture des frontières pour les migrants économiques. Les frontières sont fermées, la crise est considérée comme étant un facteur de fermeture. Fin des années 70. On va même envisager que les migrants repassent la frontière de l'autre côté en instaurant un droit au retour, en proposant 10 000 francs pour chaque famille choisissant de repartir dans leur pays d'origine en 1977. Ça, c'est le projet de la politique d'immigration. Mais en même temps, effectivement, se produit au même moment, au moment de la crise économique, une concomitance avec la question des réfugiés de l'Asie du Sud-Est. Et là, il y a un débat en France qu'il faudrait remettre sur le devant de la scène. C'est cette idée qu'il y a 2 poids 2 mesures. On accueille les réfugiés du Sud-Est, d'Asie du Sud-Est, parce qu'ils sont des victimes du communisme. C'est ce que disent beaucoup de militants antiracistes à ce moment-là. Mais vous rejetez les travailleurs immigrés issus du Maghreb en particulier. Et là, il y a 2 poids 2 mesures. Et d'une certaine manière, l'accueil là est un accueil partisan, d'une certaine manière, idéologiquement partisan. En fait, dans la réalité, l'accueil des immigrés, des réfugiés du Sud-Est asiatique est un accueil qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a bien voulu développer dans le débat. Et ça me permet justement de revenir sur ce que disait Kamel, ce jeu d'échelle aussi en matière d'immigration. Quand on se plonge dans les archives départementales, qu'on va dans les archives départementales des départements frontaliers, alors c'est pas le cas de Orléans, mais on voit dans l'histoire la vie quotidienne du rapport des autorités, du préfet notamment, de la préfecture à la frontière. Et par exemple, on retrouve exactement les mêmes phénomènes aujourd'hui. On assiste à des personnes qui passent 20 fois, 30 fois, 40 fois la frontière, qui sont raccompagnées de l'autre côté de la frontière et qui reviennent. Et c'est exactement le cas aujourd'hui. En quelque sorte, on a cette situation d'une sorte de culture du passage qui fait que certaines populations sont confinées là, aux abords de la frontière et restent, alors parfois dans des camps, comme tu disais, parfois naviguant de part et d'autre pour arriver un jour à finalement passer. C'est ça, ce stop and go, en quelque sorte. Parfois, on peut stopper pendant de nombreuses années. Et d'autre part, il y a cet épisode assez intéressant aussi dans le passé des réfugiés venus d'Espagne, hein, la retirade, lorsque les réfugiés espagnols franchissent les Pyrénées, le col du Pertus. On a des images d'un chaos indescriptible. Et d'une certaine façon, on crée là tout un imaginaire aussi, c'est-à-dire que aussi bien... Alors, ce qui n'était pas le cas pour les réfugiés d'Asie du Sud-Est, mais les Espagnols qui arrivent en France en 1938, 1 million de personnes qui passent la frontière pendant l'été, juste avant la guerre, pendant l'hiver, 1938-39, 1 million de personnes qui passent les frontières de la montagne des Pyrénées. Les réfugiés antifascistes italiens, les For Usciti, sont vus comme des réfugiés politiques dangereux, avec la possibilité qu'au sein de ce groupe de réfugiés, il y ait des terroristes. Et donc, on a cette image... Donc on véhicule aujourd'hui aussi du terroriste infiltré parmi ceux qui passent la frontière, venant porter le danger. Le réfugié qui fait peur. Le réfugié qui est une menace. Absolument. Quelle est l'attitude dans ce que vous voyez en Jordanie de la population jordanienne par rapport aux réfugiés syriens? Quelle est leur attitude à travers votre expérience, sans vouloir généraliser? Alors à travers l'expérience que j'ai, on ne peut pas parler d'une attitude unique. Que globalement, c'est ce que j'ai dit un peu au tout début de cette table ronde, les liens entre le sud de la Syrie, dont sont originaires la majeure partie des réfugiés en Jordanie aujourd'hui, et le nord de la Jordanie sont extrêmement étroits. Et donc du coup, les gens ont plutôt... Il y a beaucoup de familles qui sont, pareil, des liens tribaux, des liens familiaux, des liens villageois très importants qui remontent à plusieurs décennies. Et donc, du coup, l'accueil est plutôt chaleureux. L'accueil est plutôt l'accueil de proches qu'on protège d'une situation de conflit. Maintenant, toujours, comme c'est toujours la situation dans les cas de guerre, de conflit qui dure, parce que maintenant le conflit en Syrie a plus de 5 ans, ça génère des tensions locales. Parce qu'il faut s'imaginer, ce qu'on a un peu de mal à s'imaginer en France, ce que c'est que l'arrivée des réfugiés syriens en Jordanie. L'arrivée des réfugiés syriens, c'est pour certaines villes, comme des villes frontalières, comme Ramtha par exemple, qui était une petite ville frontalière avant 2011, la ville double d'habitants en 1 an. On a certaines villes industrielles de la banlieue industrielle d'Amman qui comptent une centaine de milliers d'habitants, ça fait à peu près Poitiers, ou je sais pas, c'est pour des tailles démographiques que je connais, qui ont aujourd'hui 40 000 réfugiés syriens. Donc il faut voir ce que c'est sur les écoles
sur les hôpitaux, sur le système de ramassage des ordures, sur la question du logement. Évidemment, ça a des proportions qui sont absolument considérables. Et donc le choc pour la population jordanienne est évidemment profond. Il ne faut pas croire qu'on peut doubler la taille d'une ville sans qu'il y ait de difficultés. Or, c'est des pays qui sont déjà des pays en difficulté économique, c'est des pays qui n'ont pas la richesse qu'on peut avoir en Europe, qui n'ont pas les systèmes sociaux, les filets de protection ici. Et donc, du coup, s'il n'y avait pas de solidarité réelle de la part des populations locales, même si ça ne se fait pas sans tension, je dis, encore une fois, je ne suis pas en train de décrire une situation parfaitement idéale, mais il faut voir, moi qui connais bien le Liban depuis une vingtaine d'années, aujourd'hui, on a 1,5 million de réfugiés pour un pays qui fait 4 millions d'habitants. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça génère localement dans les municipalités. C'est quand même quelque chose je veux dire, il y a réellement, pour le coup, ce qu'il n'y a pas en Jordanie, mais ce qu'on voit au Liban de façon effective, on peut dire qu'il y a des réfugiés syriens partout. Mais vraiment partout. Je veux dire, dans tous les interstices de la ville, dans tous les quartiers, dans tous les espaces, on trouve des Syriens qui sont là. Et fatalement, ça a recomposé complètement la société. Et si l'accueil des populations n'était pas, dirons-nous, positif, ça n'est pas exempt de racisme, ça n'est pas exempt. L'histoire entre le Liban et la Syrie est très complexe. Elle n'est pas faite uniquement de bonheur et de relations cordiales. Fatalement, la Syrie a occupé pendant 25 ans le pays, donc ça a été très compliqué. Mais voilà, il y a quand même une forte de résistance sociale de ces sociétés d'accueil très importante et de volontarisme. Il faut voir à l'échelle locale ce que font les municipalités, ce que font des associations qui vraiment font un travail absolument formidable en dehors de tous les radars de la communauté internationale, des grandes aides, des grandes agences d'aide, de l'ONU, et ainsi de suite. HCR, par exemple, c'est aussi pour ça que je vous posais la question. C'est-à-dire, j'avais besoin d'un témoignage concret pour qu'on comprenne bien la situation de ces réfugiés syriens en Jordanie, à partir de votre témoignage. Abdelassam Ben Meissa, quel est votre regard sur cette inégalité de traitement, finalement, entre les pays moins riches que les pays européens comme la Jordanie et dans une moindre mesure le Liban, et puis le sort qui leur est réservé en Europe? Je ne parle même pas des pays comme la Hongrie ou la Pologne. À mon point de vue, je pense qu'il faut revoir le système d'une manière générale. Et oui. Donc, je disais qu'il faut revoir le système d'une manière générale, revoir les relations internationales, revoir les systèmes éducatifs dans tous les pays d'une manière générale pour pouvoir éduquer les citoyens à une certaine solidarité, une certaine fraternité. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des humains. Nous devons trouver des terrains d'entente. Pourquoi un être humain souffre? Pourquoi un être humain est obligé de risquer sa vie juste pour un morceau de pain? C'est pas normal. Moi, ce message, je l'adresse aux pays riches qui, peut-être, je sais pas, et on peut faire quelque chose pour résoudre tous ces problèmes. Et à mon avis, comme disait Einstein, le mode de pensée qui crée des problèmes ne peut pas être utilisé pour résoudre ces mêmes problèmes. Il faut changer de mode de pensée. Il faut éduquer les gens de manière à pouvoir élaborer des dialogues. Élaborer des dialogues au lieu de préparer des guerres, au lieu d'être tolérant, au lieu de développer une certaine haine envers l'autre, d'avoir peur de l'autre, de considérer l'autre comme un danger, etc. Donc il faut changer au niveau culturel. C'est une vraie révolution que vous préconisez, monsieur je ne suis pas le seul. Je suis pas le seul. Parce que ce n'est pas la tournure que prennent les événements aujourd'hui. De toute façon, avec des auteurs tels que Huntington, on ne risque pas de résoudre les problèmes. Oui, c'est un choc des civilisations. Le titre est déjà assez parlant. Quel est votre regard, Yvan Gastaut, d'historien, sur ce deux poids, deux mesures, en quelque sorte, entre l'accueil des réfugiés en Jordanie et au Liban, et puis l'accueil qui est réservé à ces réfugiés en Europe?
On sent que l'Europe ne sait pas quoi faire de ces réfugiés. Non, très clairement. l'Europe est totalement démunie. Hein. Alors c'est pas nouveau, encore une fois. Je crois que voilà. Ce qui est intéressant avec les historiens, c'est qu'on met du relief à chaque fois. Je ne viens pas apporter une parole d'espoir totalement, mais quand même, il faut savoir que ces problèmes qui nous semblent nouveaux ne sont pas nouveaux. On a eu en 1938, excusez-moi de chaque fois de revenir à un passé. Au contraire. On a eu une conférence d'Évian, on en a eu une pendant la guerre d'Algérie, mais on en a eu une aussi en 1938. Pourquoi on a eu cette conférence qui est exactement la même réplique que celle que nous avons eue en 2014 lorsque, entre guillemets, la crise des migrants s'est posée. Je dis crise entre guillemets. Effectivement. C'était pour accueillir le sort des réfugiés juifs qui fuyaient l'Allemagne nazie, l'Autriche et la Tchécoslovaquie envahie par Hitler, pour le dire simplement. Personne ne savait dans cette Europe qui n'était pas encore unie, qui n'existait pas en termes politiques, mais qui existait dans une sorte d'Occident, parce que c'est une Europe pilotée par les États-Unis de Roosevelt qui se réunit pour essayer de réfléchir à une solution à apporter à la crise des réfugiés. Je me rappelle d'une caricature où on voit un réfugié qui est assis sur le bord de l'Europe et ses destins sont tous impossibles. La France se ferme, l'Angleterre se ferme, les États-Unis se ferment, il n'y a pas de solution. Et en fait, cette conférence n'aboutit à rien. Elle n'aboutit à rien, ce qui fait qu'Hitler se frotte les mains en quelque sorte en disant les Juifs, vous les voulez, faites-en quelque chose. Et personne ne veut accueillir de réfugiés. La France vient de voter en 1938 le décret d'Aladier sur les indésirables. Et ces Juifs sont indésirables comme les Espagnols sont indésirables parce qu'on dit nous n'avons plus de possibilité d'accueil. C'est ce que nous disons aujourd'hui, d'une certaine manière. Et pour revenir à aujourd'hui, pour faire le lien avec aujourd'hui, depuis 2014, c'est un discours lancinant d'incapacité de l'Europe à s'organiser dans ce cadre-là, parce qu'on est constamment dans cette gestion entre l'échelle supranationale de l'Europe et un peu artificielle encore aujourd'hui, malheureusement. C'est ça qu'il faut peut-être, pour aller dans votre sens, préconiser. Et l'idée que la migration se gère au niveau de l'État. Et que quelque part, c'est l'État, parce qu'il en va de l'identité, en fait. Il en va de l'équilibre identitaire. Et je crois que c'est un élément qui nous ramène effectivement à ce qu'on a dans la tête. Et c'est cette articulation entre le très concret, la gestion des frontières sur un plan extrêmement matériel, la matérialité de la frontière, les murs qui se fondent, les postes frontières qui sont réinvestis. Il y a des choses qui sont totalement ridicules. On a des postes qui sont désaffectés, c'est le cas à Vintimille. Moi je connais Vintimille, je parle de Vintimille. Vous avez un poste qui est rouillé, qui est à l'abandon. Il y a des toiles d'araignée. Et avec la crise des migrants, les douaniers viennent réinvestir ce poste qui est une ruine. C'est surréaliste. C'est surréaliste. C'est une image parlante. Oui, et d'autre part, il y a ce problème aussi dans la matérialité des effectifs. Comment garder une frontière? On a constamment vu dans l'histoire l'impossibilité de surveiller une frontière. C'est matériellement impossible. Dans les archives, on voit par exemple que lorsque les relations se tendent entre la France et l'Italie, tout le sud-est, toutes les préfectures mobilisent des enquêtes pour savoir qui va surveiller la frontière. Alors parfois, on a 3 douaniers. En 1927, la France et l'Italie sont en crise, une guerre est imminente. Alors le préfet, qui ne s'était pas tellement intéressé à ça dans les Hautes-Alpes, dans l'Isère, etc., mobilise une enquête pour savoir, alors qu'est-ce qu'on a pour surveiller la frontière? Alors les douaniers disent, écoutez, nous, au poste frontière de Modane, on a 3 douaniers. Alors qu'est-ce qu'ils font? Écoutez, à 18h, ils ferment le poste. Et alors qui? Il n'y a plus personne. Ils reprennent le matin à 8h. Voilà, donc ça c'est la réalité des frontières. Et c'est encore le cas aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, pour mettre en défaut les douaniers, un certain nombre de Français inquiets de la migration passaient les postes frontières en disant « Regardez comme je suis contrôlé ». Ils passaient la frontière en disant « Personne ne me contrôle ». Et donc cette idée que finalement, aujourd'hui, on n'est plus en mesure de surveiller les postes frontières. Et donc ça, c'est un élément qui me semble intéressant parce que, voilà, on est dans ce fantasme, en quelque sorte, qui a fonctionné à un moment, que la frontière est bien gardée. La frontière n'est jamais gardée, en fait. Elle est surveillée à certains endroits, il y a des formes de victimes, etc. Mais en même temps, il y a aussi des formes de passage et on a toujours trouvé des solutions, souvent compliquées, au risque de sa vie. Mais pour passer la frontière, c'est une réalité humaine intangible. Alors cette histoire des réfugiés doit aussi être placée dans un contexte plus large. Jamais on a autant voyagé. Jamais il y a eu autant de voyageurs, de gens qui prennent l'avion, de relations entre les États. Les réseaux sociaux, comme on dit, le numérique, l'informatique permettent d'abolir les frontières. Et pourtant, on en est à discuter encore aujourd'hui, plus que jamais, de cette notion de frontière, Kamel Daouraï. Vous, le géographe, c'est quand même étonnant, dans ce contexte de libre circulation, de mobilité, comme on dit, il y a cette crispation dans certains endroits du monde, beaucoup, autour des frontières. Oui, je crois qu'on en revient à cette question de
des indésirables et de la sélectivité de la frontière. C'est-à-dire qu'en fait, on a octroyé des privilèges de circulation à un certain nombre de gens. Moi, par exemple, au Moyen-Orient, je circule à travers toutes les frontières sans aucune difficulté. Les 90% des gens qui vivent au Moyen-Orient ne peuvent pas faire 30 km parce qu'ils franchiraient une frontière. Donc, moi, j'ai un privilège énorme de pouvoir circuler, ce qui, au Moyen-Orient, est un luxe absolu, parce que les quasi-totalités des gens sont assignés dans leur pays. Ce qui n'était pas le cas encore il y a très peu de temps. Ils se heurtent à des murs, ils se heurtent à des barbelés, ils se heurtent à ne pas pouvoir prendre l'avion, ils se heurtent à des frontières multiples et constantes. Donc on a vraiment une inégalité de plus en plus grande en fait, qui se génère. Et je crois que c'est vraiment ça qui est le fond aujourd'hui. C'est-à-dire que la frontière, elle perd de sa matérialité pour beaucoup de gens, puisque un bon passeport permet de passer un mur sans aucune difficulté. Un mauvais passeport ne permet pas de passer quelque chose où il n'y a même pas de mur. C'est-à-dire qu'on les retire avant le mur. Puisque c'est ça, toutes les logiques, c'est les logiques de visa. On ne peut même plus embarquer dans l'avion, puisqu'on n'a pas le visa, on est déjà coincé avant même de partir. Oui. Voilà, je crois que c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. C'est qu'il y a un monde de la mobilité ou de l'ultra-mobilité pour une minorité de privilégiés qui circulent comme ils veulent, et puis finalement une assignation à résidence pour une part de ceux qu'on ne veut pas voir. En fait. Et Michel Agier, toujours lui, l'anthropologue spécialiste de ces questions de frontières et de réfugiés, écrit ceci dans un livre qui vient de paraître, Définir les réfugiés, dans lequel d'ailleurs il y a un extrait d'un de vos travaux, de vos textes. Monsieur Doraille, il écrit ceci, Michel Agier, « La mobilité que fait vivre la mondialisation développe ainsi les expériences de frontières. En sortant de chez soi, on découvre une frontière, puis une autre frontière, puis une autre, etc. Les frontières dont je parle sont nationales, elles sont ethniques, religieuses, linguistiques, sociales, culturelles. » Plus on voyage, plus les gens bougent, plus la notion de frontière existe, Yvan Gastet. Est-ce que c'est nouveau là? Moi, justement, alors il y a vraiment une question très importante qui est soulignée là. Je crois ce paradoxe absolu que vous soulignez d'un monde mobile, d'un monde qui a finalement toujours été mobile. Aujourd'hui, nous réfléchissons, je dis nous au niveau scientifique, historiens, philosophes, sociologues, géographes, à l'aune des mobilités. Parce que nous sommes quelque part dans notre temps, et notre temps est un temps de mobilité, mais justement, on va chercher les mobilités dans le passé. On a souvent dit dans l'histoire que le 19e siècle était un siècle figé, où les gens ne bougeaient pas, c'est faux. Le 19e siècle est un siècle de mobilité. On a même des préhistoriens qui montrent que l'homme préhistorique, l'homme de Cro-Magnon, était un migrant. Donc aujourd'hui, on relie tous les passés dont on avait beaucoup cristallisé les populations en disant la modernité c'est la mobilité avec la révolution industrielle, le capitalisme, etc., les transports, mais même sans la révolution industrielle, les gens bougeaient beaucoup. Donc je pense que la mobilité met en évidence, et les travaux historiques et autres mettent en évidence un univers de mobilité qui n'est pas propre à notre temps présent, qui s'inscrit dans le temps. En revanche, c'est là le paradoxe, c'est que cette mobilité, nous l'assumons, nous en faisons notre logiciel, notre principe, un principe qui s'inscrit dans notre modernité aussi, mais en même temps, nous-mêmes, nous refusons aussi des formes de mobilité, et nous ne faisons pas de la mobilité un critère de fonctionnement. Parce que le choix des murs, aujourd'hui, comme un choix de modernité, est une aberration totale. Je crois que, voilà, on est dans cette dimension où le monde est de plus en plus mobile et le monde en même temps demande de plus en plus de frontières. Voilà, c'est cette paradoxe, mais qui est en nous en tant que personne. On parle des frontières, les rencontres de ces voix d'Orléans cette année vont être diffusées sur le numérique, vont se retrouver sur tous les réseaux et vont aller jusqu'au bout du monde. On parle de frontières alors que le contenu de nos entretiens sera diffusé dans le monde entier, ce qui peut paraître paradoxal et qui illustre aussi la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire un monde mondialisé, globalisé et aussi une crispation autour des frontières. Abdelassam Ben Maïssa, vous voulez dire un mot? Alors, je voudrais tout simplement dire que on oublie souvent que nous sommes dans un monde globalisé. Et donc, multiplier les frontières, c'est nager à contre-courant. Et en plus de ça, mon collègue tout à l'heure parlait de l'équilibre identitaire. Moi, je n'ai pas compris exactement ce qu'il voulait dire par ça. Mais ce que je souhaite dire à ce sujet, c'est que pourquoi ne pas penser à une seule identité, c'est l'identité humaine
mais pas les identités nationales telles que français, belges, marocains, etc., etc. Nous sommes des humains. Notre identité, c'est des humains, mais pas... Et comme ça, on peut résoudre les problèmes des frontières. Il y aura plus de frontières entre humains. Les humains sont unis contre les dangers extérieurs de leur communauté en tant qu'humains, etc., etc. C'est l'idée justement que développait Edgar Morin. Et pourtant, l'identité telle qu'on la développe aujourd'hui, souvent pour de mauvaises raisons, je ne parle même pas des phénomènes identitaires, vont à contre-courant totalement de ce que vous dites. C'est-à-dire c'est le repli total sur une identité, souvent d'ailleurs fantasmée. Yvan Gastaut. Mais moi, je pense que justement, cette question de l'identité, alors, elle doit se définir au pluriel. Hein. Il me semble que justement, c'est à connecter, c'est à lié à la question des frontières. La question des frontières nous amène à la question des migrations, nous amène à la question de la définition identitaire. Hein. Tout à l'heure, vous essayez de réfléchir à est-ce qu'il y a une identité de celui qui passe les frontières, est-ce que la frontière compose une identité. En fait, finalement, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je pense réellement, c'est qu'aujourd'hui, autant il faudrait, hein, il faut proposer cette idée de penser les mobilités différemment et de faire en sorte de se projeter dans un avenir où la mobilité serait mieux assumée par les sociétés, hein, et faire en sorte que l'étanchéité ne soit pas un modèle de société. Hein, je pense que et ça, c'est une révolution énorme parce que je crois que c'est quelque chose qui est très profond, qui est très délicat à mettre en place. Hein. Je crois qu'il faut le prendre avec une... Encore une fois, l'organisation internationale universelle dans le monde aujourd'hui, c'est les Nations Unies, qui devrait s'appeler plutôt l'Organisation des États-Unis, qui ne reconnaît que les États, en fait. Donc, bien sûr, mais... Et donc les frontières. Et donc les frontières. Et la non-ingérence dans les affaires des Je crois que c'est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est une situation qui doit se mettre en place d'une manière effectivement progressive. On ne peut pas, me semble-t-il, passer... Je ne pense pas qu'on puisse faire une révolution à ce niveau-là. C'est impossible. En revanche, ça doit passer par des redéfinitions identitaires. C'est-à-dire que l'idée de penser un monde de la mobilité, de penser un monde où la mobilité serait une valeur, en fait. Hein. Ne pas voir je crois qu'il y a un certain nombre de pensées qui ont été développées dans les années 50, dans les années 60, qui étaient de considérer la migration comme un résultat de la pauvreté. Oui, comme le malheur. Oui, mais pas que. Pas que. On peut migrer aussi pour des raisons positives. C'est comme ça que je pense qu'il faut assumer les choses. Ne pas simplement se cantonner au malheur qui est souvent présent. Hein, le malheur politique, le malheur environnemental, le malheur économique, oui, mais l'immigration ne doit pas être vue comme un simple malheur, c'est-à-dire une vision qui serait le pauvre immigré qui s'en va. Le migré n'est pas forcément pauvre et surtout pas pauvre sur un point de vue, je dirais, intellectuel. On voit que des réfugiés sont des gens extrêmement bien dans leur peau, d'une certaine manière, qui ont tous les codes d'une société moderne. Changeons notre regard également sur cette société de migrants qui doit être, d'une certaine manière, la société mondiale, qui doit, au contraire, d'assumer cette image d'une pauvreté, d'une migration de malheur, une migration qui serait finalement une migration, je n'irai pas jusqu'à dire de bonheur, mais cette idée que la France, surtout, ne s'est souvent pas pensée comme société de migrants, alors que beaucoup de Français ont quitté la France. Et la quittent encore aujourd'hui, et pas simplement parce qu'ils sont malheureux en France, parce qu'ils tentent une aventure ailleurs, pourquoi pas, hein, mais n'oublions pas qu'au XIXe siècle, il y a beaucoup d'Alpins, de Pyrénéens qui sont partis s'installer du côté des États-Unis, du côté du Mexique, du côté d'Amérique latine. Là aussi, nous ne sommes pas simplement un pays où tout le monde veut venir, il y a aussi des gens qui ont quitté ce pays. Et je voulais dire... On pourrait parler par exemple des Français qui vivent à Londres, on en parlera tout à l'heure dans une demi-heure avec le Brexit. Mais juste, je voulais dire ça, c'est que ça doit passer aussi sur, en même temps que d'assumer la mobilité, d'assumer des identités multiples. Hein, nous ne pouvons pas être d'une seule identité. Notre société, on le voit ici, dans cette salle, à Orléans, je ne sais où, est multiforme et nos identités sont multiples. Abdelassam. Oui, alors je voudrais apporter une simple précision concernant les immigrés subsahariens au Maroc. Et je voudrais dire que le gouvernement marocain est en train de développer une autre idée de l'identité, c'est-à-dire élargir le sens du mot identité. Et donc, il a régularisé des milliers et des milliers de réfugiés subsahariens actuellement, depuis quelques mois peut-être, quelques semaines. Et avec la tournée, bien sûr, du roi en Afrique, on est en train de développer une identité plus globale, c'est-à-dire l'identité africaine. Ah oui. Si on commence par ça, on peut
finir par développer une identité encore plus globale, c'est l'identité humaine. Voilà, donc je ne sais pas si on peut prendre le Maroc comme exemple dans le sens de... parce qu'il est en train d'élargir... C'est intéressant. Michel Fouché disait tout à l'heure que l'Afrique est un terrain d'expérimentation, si je puis dire, en la matière. Je ne sais pas, mais de toute façon, c'est un fait. Le fait d'accorder à des milliers de réfugiés une carte de séjour au Maroc, et dans ces temps de difficultés, de problèmes d'ordre économique et politique, etc., c'est pas facile. Et ça veut dire que le pouvoir au Maroc a l'intention d'élargir, comme je l'ai dit, notre identité et de la rendre beaucoup plus africaine que juste que marocaine ou autre. Donc Gaston, ça doit vous dire quelque chose. Après, je passerai la parole à Kamel Doraï sur ces différentes identités au Maghreb et en Afrique. Je pense que... On pourrait aussi parler, mais on n'a pas le temps, des frontières africaines tracées au cordeau au temps de la colonisation qui posent aujourd'hui des tas de problèmes. Bien sûr. Mais il y a cette image qui renvoie au fait qu'un pays qui pouvait être au départ un pays de migrants devient un pays d'immigration. Un pays de départ, le Maroc est un bel exemple, la Syrie aussi par exemple. Je crois qu'on a à travers l'histoire des jeux comme ça qui font qu'un pays est vu comme au départ peut-être un lieu d'accueil, un lieu de transit éventuellement, et puis devenant ensuite un pays de départ. Et donc le Maroc a été, à l'époque coloniale et puis post-coloniale, un pays de personnes qui partent, qui s'installent en Europe, mais aujourd'hui devient un pays d'accueil des populations subsahariennes. Et donc il y a cette nécessité de penser justement les identités. Et l'identité marocaine, qui est à la fois une identité de gens qui partent et une identité de gens qui arrivent et qui est finalement un pays qui s'ouvre à la pluralité d'une certaine manière, ou qui se réouvre, je ne sais pas trop. Et ça m'amène effectivement juste un tout petit mot par rapport à une situation qui peut être intéressante à analyser sur l'époque coloniale. Par exemple, l'époque coloniale met en évidence justement des formes de troubles identitaires. Si on prend la population italienne à l'époque coloniale, lorsqu'elle vient en France, elle est discriminée, elle est victime de racisme, elle est victime d'une forte italophobie que les historiens mettent en avant. En revanche, lorsqu'un Italien va s'installer en Algérie, il est un Européen. Et son statut est différent par rapport à l'indigène, en quelque sorte. Donc c'est intéressant de voir ces formes de jeux identitaires qui se recomposent en fonction des échelles et des pays dans lesquels on va. L'Italien en Algérie a un statut d'Européen, donc finalement dans le bon côté, disons, de la société, le côté des nantis. En revanche, en France, hexagonale, il est au contraire un paria, un migrant renvoyé à son statut. Ce thème des identités multiples est absolument passionnant. Kamel Doraï, vous le constatez aussi d'une certaine façon en Jordanie ? Oui, parce qu'on a vraiment le monde arabe est un monde, en tout cas pour ce qui est de sa partie moyen-orientale, où on joue des échelles d'identité de façon extrêmement importante, parce qu'il y a une échelle d'identité arabe qui est une échelle pan-arabe, c'est-à-dire qui est supranationale, et que les gens vivent, qui est née de toute cette forme de renaissance arabe tout au long du XXe siècle. Et puis il y a ces identités nationales qui sont là, puis c'est des identités qui sont transfrontalières, transversales, qui sont des identités tribales, familiales, qui viennent se jouer complètement de ces frontières nationales, ce qui fait que les gens s'inscrivent en fait dans des jeux d'identité à des moments et à des temps et dans des situations différentes. Ils peuvent se revendiquer à un moment arabe, à un moment syrien, à un moment appartenant à telle tribu, à tel village ou à tel groupe confessionnel ou communautaire. Et puis l'autre chose également, je pense, qui est fondamentale au Moyen-Orient et qui explique peut-être la plus grande plasticité des sociétés à l'accueil des réfugiés ou leur capacité d'intégration un peu plus grande, c'est le fait que malheureusement, la région ayant été touchée par tellement de conflits successifs, que tous les pays qui accueillent des réfugiés ont souvent été des pays émetteurs de réfugiés. Et donc les gens ont l'expérience de l'exil, ont l'expérience de l'asile, et ce qui fait qu'ils ont une perception relativement différente des populations qu'ils accueillent, parce que très souvent ils ont eux-mêmes vécu cette situation-là de façon précédente. Donc ça aide aussi à mieux comprendre. Bien, je propose que nous donnions la parole à la salle, à chacune et à chacun d'entre vous pour terminer cette table ronde. Avez-vous quelques questions ou remarques à formuler par rapport à ce qu'ont dit nos invités, par exemple ? Oui. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir s'il y a un micro qui... Oui, on va vous donner un micro. C'est plus pratique. Et pas seulement à la radio.
Oui, merci. J'ai une question en fait sur un événement qui a un peu attiré l'attention de certaines personnes. En 2016, il y a un rappeur qui a voulu sortir des frontières de l'Afrique du Sud avec un passeport qu'il a appelé passeport mondial. Et à ce moment-là, on a reparlé de la création de ce passeport et de son utilisation. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Ce passeport, ce passeport mondial me fait penser effectivement à ce qu'on appelait le passeport Nansen, qui était une sorte de béquille, en tout cas, qui était un passeport qu'on donnait à ceux qui étaient devenus ce qu'on appelait des apatrides à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Alors principalement russes et arméniens au départ, puis ensuite juifs et toute autre population ayant été dénaturalisés, ayant perdu. Donc on a eu à la surface de la planète, après la Première Guerre mondiale, ce moment où il y a un vaste mouvement de réfugiés, des personnes qui n'ont plus de patrie, qui n'ont plus de pays. Parce que le pays a disparu, parce qu'ils ont été dénaturalisés. Et donc on a eu, à travers Nansen, qui était donc ce commissaire le premier commissaire aux réfugiés, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel à ce titre-là, qui était un navigateur norvégien, eh bien, il a créé un passeport qui était un passeport un peu, alors c'est difficile de dire mondial, mais qui donnait des papiers à des personnes qui ne pouvaient pas en avoir. Et je trouve que voilà, ce passeport mondial me fait fortement penser effectivement à ce passeport Nansen, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse donner à des populations, à des personnes, la possibilité d'avoir un passeport supranational en quelque sorte. Et ça me fait penser, excusez-moi, je m'intéresse aussi pas mal au sport, oui. au fait qu'aux à Jeux l'OGC Olympiques, Nice, notamment, non? Oui, Monaco, Nice. Mais spécialiste de football. Ouais, Orléans, je sais qu'ils sont pas encore complètement. Faut mieux éviter. Mais je disais. Ça fait penser à l'équipe des réfugiés qu'on a eue aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire cette idée qu'il puisse avoir une équipe qui soit représentée par des réfugiés qui n'ont pas de patrie mais qui peuvent s'aligner sur une compétition. Et donc cette idée qu'effectivement on a des tentatives comme ça, des possibilités d'offrir peut-être des exemples qui permettraient de ne pas être porteur enfin en tout cas d'un passeport, d'une identité, encore une fois c'est difficile de dire, mais un passeport d'un pays, mais d'un passeport qui serait autre que celui d'un pays. Kamel Leroy. Oui, moi ça me fait penser évidemment, quand tu parles de ces questions d'apatridie, il ne faut quand même pas oublier que la plus grande population apatride aujourd'hui au monde, ce sont les Palestiniens, puisqu'ils sont privés de passeport, fatalement, puisqu'ils sont privés d'État, donc ils sont privés de passeport en corollaire, et évidemment ce sont des gens qui se heurtent à l'impossibilité de bouger, parce qu'ils se heurtent, parce qu'on ne leur octroie pas, ils ont des documents de voyage, qui sont octroyés par leurs États d'accueil quand on leur donne. Et puis aujourd'hui, les conflits, comme le conflit irakien ou comme le conflit syrien, génèrent des apatrides. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de jeunes Syriens qui quittent la Syrie enfants. Maintenant, ça fait 5 ans que le conflit dure, qui deviennent adultes, et qui du coup ont quitté sans carte d'identité, ont quitté sans papier d'identité, donc sans passeport, et aujourd'hui se retrouvent en tant que réfugiés ne pouvant pas obtenir ces passeports-là auprès des autorités syriennes dans les pays d'accueil parce qu'ils sont réfugiés, et parce qu'ils ne peuvent pas prouver leur identité. Et donc on retrouve aujourd'hui une création d'apatrides et de gens qui du coup sont dans la possibilité de circuler. Il n'y a que effectivement quelques pays, quand la France octroie l'asile, des visas à titre humanitaire, on leur donne un bout de papier, qui est une feuille A4. Et d'ailleurs, très récemment, je suis en contact avec des réfugiés syriens que je suis dans leur parcours et qui se sont retrouvés... Ils ont quitté la Jordanie par Ukrainian Airlines, je ne sais pas pourquoi, parce que c'était pas cher certainement, et ils se retrouvaient coincés en Ukraine pendant 24 heures parce que les douaniers ukrainiens pensaient que cette feuille A4 qu'il leur est donnée par les autorités consulaires françaises en Jordanie n'est pas un passeport. Et donc ils se sont retrouvés 24 heures en rétention à devoir prouver leur bonne foi que leur bout de papier était au final un passeport, enfin un titre de voyage en bonne et due forme. Donc on est dans ces situations d'aberration et où effectivement il n'y a pas de papier pour un certain nombre de gens, et pourquoi pas effectivement penser à l'image de ce qu'a fait Nansen à l'époque, quelque chose qui puisse servir effectivement à passer ces frontières, quoi. Une autre question, une autre remarque? Oui, monsieur. Oui, il y a une question que, me semble-t-il, on n'a pas évoquée ici, c'est quel message devons-nous envoyer justement aux candidats à l'immigration? Est-ce que c'est le message, écoutez, si vous avez des problèmes, venez en masse dans des pays comme l'Europe, par exemple? Alors, évidemment, sur un plan humaniste, comme notre interlocuteur philosophe l'a si bien remarqué, on partage tous des valeurs humaines, quelle que soit l'origine, d'ailleurs, que ces valeurs soient de la culture judéo-chrétienne, qu'elles soient des valeurs républicaines issues du siècle des Lumières. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même un peu ingénu aussi, ou en manquant de réalisme, en disant « non, on ne pourra pas résoudre tous vos problèmes, et la solution n'est pas dans le fait de venir, si vous voulez, massivement,
dans des pays où déjà un certain nombre de problèmes ne sont pas résolus. Les hommes politiques qui diraient « venez en masse » ne doivent pas oublier non plus qu'ils n'ont pas forcément résolu tous les problèmes eux-mêmes dans leur région, dans leur pays, que ce soit en termes de santé, de sécurité, de logement. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose aussi, envoyer un message à notre tour, qui serait un message de dire « trouvez vous-même aussi, alors quitte à les aider d'une certaine façon, trouvez vous-même des modalités, des méthodes de dialogue pour résoudre votre problème, sachant que la misère dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, il y a une façon de la résoudre, c'est le développement économique. Et je ne vois pas si... Et pour ce développement économique, chacun qui a pu réfléchir sait qu'il faut de l'organisation, un sens du consensus, des objectifs de prospérité. Voilà. Et est-ce que aussi... Pardon ? Non ? Et est-ce que juste... Oui, voilà. Donc, comment aussi, je me permets de vous le dire, parce que cela n'a pas été évoqué, comment répond-on aux craintes des gens qui se disent on va importer aussi un certain nombre de problèmes qui ne sont pas forcément les nôtres et qui ne seront pas résolus par nous, parce que nous, quelle prétention avons-nous à résoudre tous les problèmes du monde ? Ça peut être aussi... Je ne sais pas comment il faut prendre ce que vous dites. Je voudrais surtout pas qu'on parle de politique. C'est pas le lieu et c'est pas le moment en plus. Mais là, on est typiquement dans la peur du réfugié qui va apporter des problèmes. Et à ma connaissance, aucun homme politique ne dit venez en masse en France. Je pense que c'est ça la question. Dans ce que vous dites, il y a l'idée selon laquelle on dirait venir en masse. Le fait, moi je pense que, bon, le fait si jamais on devait assouplir, on va dire, la question des frontières, moi je pense que ce ne serait pas forcément la porte ouverte à un flux d'immigration qui viendrait déferler sur l'Europe. J'en suis pas persuadé, je pense même que ça permettrait ça poserait peut-être certains problèmes, mais ça permettrait d'en résoudre d'autres. Et je pense qu'on pourrait tenter le pari. Je ne suis pas sûr que l'Europe soit forcément, si jamais étaient décrétées des formes d'ouverture, des formes d'assouplissement, voire l'ouverture totale des frontières, je ne sais pas si ça peut se mettre en place. Enfin, c'est peut-être une utopie, là, c'est peut-être ça qu'il faut dire. Est-ce que c'est une utopie ou pas ? Bon, voilà. Mais en tout cas, je ne suis pas persuadé qu'il faille penser à l'idée que des personnes auraient des problèmes, viendraient les résoudre là où nous sommes, on va dire en France ou en Europe, et que ce processus soit une sorte de mécanique. Parce que quelque part, ça nous amènerait effectivement, on n'en a peut-être pas parlé, vous avez raison, à activer cette peur de l'invasion. Je pense qu'il faut qu'on arrive, c'est pas forcément facile, je vous l'accorde, mais qu'on arrive à sortir de cette logique qui nous fait nous inquiéter, avec souvent des métaphores démographiques, de dire le Sud est pauvre, ils vont tous arriver dans le Nord. Vous voyez, ces grands mouvements, cette idée du grand remplacement semble être un non-sens idéologique. Vous voyez, bon, il faut peut-être essayer de l'étayer, de l'expliquer, mais je crois que voilà, c'est cette idée qu'il faudrait peut-être résoudre, en tout cas sortir de cette idée sur laquelle tout le monde veut venir et qu'il faut aller aider les gens chez eux, parce que là aussi, c'était aussi une forme d'irrespect, me semble-t-il. Non, mais bien sûr, il faut parler. Et peut-être rappeler aussi que beaucoup d'êtres humains préféraient rester dans leur pays plutôt qu'être obligés de partir et de quitter leur pays. Vous voulez dire un mot, Abdelassam Ben Maïssal ? Oui. Votre vision ingénue, disait monsieur. D'accord. Il ne s'agit pas de dire aux gens, venez en masse, on vous reçoit, etc. Non. À mon avis, il est peut-être souhaitable, si on veut vraiment exprimer notre humanité, de les aider de rester chez eux. Comment ? Excusez-moi de donner encore une fois l'exemple du Maroc. Le Maroc, maintenant, est en train de créer des entreprises, des petites et moyennes entreprises, dans peut-être plus d'une dizaine de pays africains, en leur fournissant des crédits, par exemple. Et il est en train de former aussi des jeunes africains qui vont travailler dans ces entreprises petites et moyennes. C'est une forme
d'aider les gens et de résoudre le problème de l'immigration. Attendez. Kamel Doraï, le point de vue du géographe qui vit. Voilà, peut-être juste quelques mots là-dessus. D'abord, il faut casser l'idée qu'on est dans un monde de mobilité, mais on est dans un monde finalement où il y a très peu de migrants. On est à 200, 300 millions de migrants pour une planète de 7 milliards. C'est quand même très réduit. Ça, c'est le premier élément. La migration n'est pas aussi massive qu'on veut le penser ou qu'on veut le laisser dire. L'autre chose, c'est que les plus indésirables, aux yeux... Non, mais, je ne dis pas que vous l'avez dit, mais je dis ceux qu'on ne veut pas voir, dirons-nous, ou ceux qu'on voudrait ne pas... Voilà, dire les plus pauvres, les moins qualifiés, ensuite, ne bougent pas. Ou ils bougent en interne chez eux. Voilà, donc les plus pauvres, en fait, ils ne sortent pas d'Afrique, ils ne sortent pas du Moyen-Orient, ils ne sortent pas d'ailleurs. Donc, l'idée qu'il y a une espèce de pression démographique de gens qui auraient des problèmes dans leur pays, qui voudraient venir les résoudre ici, bon, c'est quelque chose de... Voilà, aujourd'hui, 90% des réfugiés syriens sont aux abords de la Syrie. Et je peux vous dire, pour bien connaître la situation, que finalement, une petite partie d'entre eux souhaitent aller vers l'Europe, uniquement. Loin de là, l'ensemble des hordes de gens qui voudraient venir. Et puis, si on ouvre les frontières complètement, qu'on laisse les gens s'installer librement, ce qui est une option qui existe au sein de l'espace Schengen. N'importe quel citoyen de l'espace Schengen peut venir s'installer d'un pays dans un autre sans aucune démarche ni de carte. Voilà, il peut travailler, il peut s'installer, il a le droit à l'aide sociale et ainsi de suite. Comment se fait-il qu'après la crise en Grèce, au Portugal, tout le monde ne se soit pas retrouvé en Suède? La Suède est éminemment plus riche. La Suède a de l'emploi. Ou le Danemark, ou la Finlande. Bon, ça veut dire que quand on ouvre les frontières, les gens ne bougent pas. Il n'y a pas une espèce de mouvement automatique. Et l'aide au développement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le plus souvent ne limite pas la mobilité, mais l'accélère. Puisqu'en fait, les gens qui se développent ont les moyens de pouvoir voyager et sont formés. Donc très souvent, on observe dans un premier temps une limitation de l'immigration, puis une accélération. Alors après, la vraie question, qui est une question de fond, et là qui est un modèle social, et qui est une façon de penser, et là on rejoint tout à fait ce que vous avez dit plus tôt, c'est pourquoi est-ce qu'on pense le migrant comme un autre? Pourquoi est-ce qu'on le pense dans un rapport d'altérité? Ça, c'est une question qui est à poser. Après, on peut y apporter les réponses qu'on veut. Je veux dire, on n'a pas de réponse unique à cette question-là, mais on a ce rapport d'altérité qu'on crée, et on a ce rapport, effectivement, de dire ils prennent la place, où ils remplacent quelque chose, où ils viennent occuper ceux qui ne sont pas légitimes à occuper parce qu'ils ne sont pas dans le collectif national. Ça, c'est une vraie interrogation sur laquelle c'est un vrai débat de fond, je veux dire, sur lequel on peut avoir des désaccords. Encore une fois, il n'y a pas de consensus mou ici de gens qui seraient spécialement ouverts et ainsi de suite. Voilà. Bon, sauf que nous, on est dans des dispositifs de pays où on a une capacité de contrôle extrêmement forte, puisque l'Union européenne et les pays européens sont en capacité de contrôler quand même leurs frontières de façon importante et de sélectionner qui rentre et qui ne rentre pas. Ce qu'on observe, c'est que dans la majeure partie du monde, et je parle là du Liban ou de la Jordanie particulièrement, mais d'énormément de pays africains, que ce soit le Kenya, que ce soit l'Éthiopie, de toute façon, eux, ils ne se posent pas la question. Quand il y a 1 million de réfugiés qui arrivent, ils n'ont pas d'autre solution que de les accueillir. Voilà, donc, et là, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que ça va nous prendre quelque chose ou pas. Voilà, c'est une réalité qui s'impose à eux. Yvan Gastaut, ensuite on prendra une ou deux questions. Je prolongerai simplement, je dirais à ma manière ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que moi je serais assez formel sur cette idée qui me semble être assez néfaste, qui est de considérer qu'il faut œuvrer pour que les gens puissent rester chez eux. Voilà. Je crois que ça, c'est quelque chose, c'est là où je serais peut-être en contradiction avec mon collègue d'à côté. Effectivement, je pense que c'est une idéologie qui porte justement un danger, qui est de dire les gens sont bien chez eux, il faut encore qu'ils soient mieux chez eux. Et ça, je crois que c'est un problème parce que justement, ça nous empêche de penser la mobilité. Ça supposerait que, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens partiraient parce qu'ils sont malheureux. Non, moi je pense exactement ce que tu viens de dire, et l'exemple que tu donnais sur l'Europe est très clair. Cette idée d'aller de l'aide au développement, de l'aide de faire en sorte qu'on crée les conditions pour qu'ils soient bien chez eux, me semble être totalement fallacieux. Au moins c'est net, la réponse est nette. Une autre question, une autre remarque pour conclure? C'est pas une question, c'est une remarque. Donc
je trouve ça très triste qu'en 2017, la frontière soit toujours sélective. Et je remarque qu'on a parlé beaucoup des migrants et des immigrés ici pour pauvres, qui fuient leur pays. Mais moi, j'ai travaillé 20 ans à l'étranger. Et j'ai beaucoup souffert parce que j'ai travaillé avec des collègues qui n'ont pas pu venir me visiter en France. Ils n'avaient pas d'obtention de visa. C'était des gens comme vous et moi. Il y a 2 ans, j'étais à un poste frontière en Amérique centrale. J'attendais l'ouverture d'un poste frontière. Et nous étions 2. Et le monsieur me dit de quel pays es-tu? Je lui dis je suis française. Il m'a répondu tu as le meilleur passeport du monde. Et j'ai réalisé qu'effectivement, j'avais beaucoup de facilité pour visiter le monde. Et que beaucoup de gens ne pouvaient pas avoir cette facilité-là. Il n'y a pas forcément réciprocité. Pour des gens qui n'ont seulement envie que de voyager. Je ne parle pas des gens qui viennent se réfugier. Et je trouve ça vraiment très triste. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup souffert. Bien, c'est avec votre témoignage que nous allons conclure cette table ronde. Je remercie Yvan Gastaut, l'historien, Abdelhassam Ben Maïssa, le philosophe, qu'on retrouvera donc demain en début d'après-midi. On se retrouvera ensemble au Salon Val à 14h. Je vous remercie, Kamel Doraï, d'être venu nous parler de votre expérience très enrichissante. Dans quelques minutes, on parlera du Brexit. Et je vous invite aussi à aller regarder l'exposition sur les cartes